Bonjour à tous, bienvenue à Prochaine Adresse. Mon nom est Raymond Rouleau, je suis le président du pôle régional d'économie sociale, le pôle qui regroupe l'ensemble des entreprises d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai avec moi aujourd'hui Dominique Deschênes, directeur régional de la Coop de développement du Québec, bureau Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Alors, bonjour Dominique. Bonjour Raymond. Alors, question pour toi. Qu'est-ce que le reprenariat collectif? Reprenariat collectif, c'est un relativement nouveau terme, Raymond. En fait, c'est comme un démarrage standard d'une coopérative, sauf que c'est un peu plus complexe. Puis le contexte dans lequel on en fait, c'est lorsqu'on a des propriétaires d'entreprises qui veulent se retirer des affaires. À cause de la pyramide d'âge, vieillissement de la population, les gens veulent se retirer, prendre une retraite. Puis que ces propriétaires-là n'ont pas nécessairement de relève familiale ou n'ont pas d'acheteur pour leur entreprise. Fait que là, ils se disent, pourquoi pas créer une coop qui, elle, va se former dans le but d'acheter cette entreprise-là qui est à vendre. Parce que c'est un service essentiel. Parce que c'est un service essentiel, Okay. exactement. Est-ce que tous les types d'entreprises privées peuvent faire l'objet d'un reprenariat collectif? Techniquement, oui. Parce que toutes les entreprises ont des travailleurs, ont des clients et ont des fournisseurs. Donc, dépendamment du type de coop qu'on peut créer, on va les créer avec ces gens-là. Fait que techniquement, c'est oui, mais dans les faits ou dans la réalité, on observe que les entreprises qui ont un fort taux de capitalisation, c'est-à-dire qui ont beaucoup investi pour les équipements, les infrastructures, avec une masse salariale moins importante, c'est plus difficile à faire, quoique chaque cas est différent et spécifique, et on peut les étudier, mais on en fait moins. Mais c'est possible de les faire quand même parce que on peut trouver des moyens ou être créatif pour trouver les mises de fonds pour démarrer ce type de projet-là. Sinon, je vous dirais que on retrouve beaucoup plus de création en relève d'entreprise ou en relève collective. Dans les secteurs de l'alimentation, on a juste à penser aux boulangeries, aux épiceries, aux dépanneurs et autres commerces de l'alimentation. Station de gasoline, par exemple. Oui, exact. Sinon, on en retrouve également dans le domaine du tourisme, les gyms, les salons de quai, les terrains de golf, les stations de ski, les restaurants. Les restaurants aussi, on peut en faire, des cafés, des bistrots, etc. Puis sinon, on en retrouve également dans les secteurs de services, puis on peut penser notamment aux firmes de consultants qui veulent se retirer des affaires, les propriétaires. Sinon, on en retrouve aussi dans les écoles privées. Donc, toutes les entreprises de services, puis ça rejoint un peu ce que je mentionnais au début, parce que les entreprises de services, ils n'ont pas beaucoup d'actifs, ils n'ont pas investi beaucoup en technologie, mais ils ont beaucoup de masse salariale. Donc, ça nous permet d'aller chercher les mises de fonds requises là, pour financer les transactions. Est-ce qu'on a des exemples en région concrets qu'on pourrait citer? Oui, on en a. Je vous dirais que la reprise collective, c'est de plus en plus populaire. Il y a une certaine époque, on en faisait peut-être 1 ou 4-5 ans. Là, dans la dernière année, on a fait 55 des nouvelles coopératives qu'on a démarrées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, étaient de la reprise collective. Au niveau des coopératives de travailleurs, où les propriétaires de la coopérative sont les travailleurs, on a fait à une certaine époque qui se trouve être la coopérative du Mont-Victor-Tremblay, ou plus connue sur le Valinois. Sinon, au niveau des coopératives de travailleurs actionnaires, où là, ce sont seulement un groupe d'employés qui se regroupent pour acheter une partie des actions des propriétaires. Ça peut être 10 15-20 ou jusqu'à 49 Les modèles sont multiples. Sont multiples, oui. Puis on en a fait une coopérative de travailleurs actionnaires où la coop a acheté seulement un bloc d'actions qui a passé dans les journaux dernièrement, qui se trouve être conformé de technologie. Sinon, on en retrouve peut-être un peu plus au niveau des coopératives de consommateurs où les propriétaires
à la base de la coopérative sont les clients, les consommateurs. Ça, on en retrouve quelques-unes. On a l'Alliance funéraire du Royaume, ici à Chicoutimi. On a IGA, Alma, qui en est également une coopérative de consommateurs. Et une toute dernière, le camping Chambord, qui s'est closé là, à quelque part en juillet, est aussi une coopérative de consommateurs dans un cadre de reprise collective. Sinon, les secteurs qui sont favorables dans les coopératives de consommateurs, ben c'est les gyms, puis les salons de quai. D'ailleurs, le salon de quai, le Dalo à Chicoutimi, est une coopérative de consommateurs. Sinon, le modèle le plus populaire de ce temps-ci, au niveau coop, c'est les coops de solidarité. C'est un modèle qui regroupe à la fois les travailleurs, à la fois les consommateurs, puis parfois des fournisseurs et des membres de soutien. Ça, on en fait beaucoup. Il y en a une que vous connaissez sûrement, Biz, coopérative de solidarité en alimentation locale, est une reprise collective. C'est une super bien connue qui est passée dans les très, très médiatisés. C'est le journal Le Quotidien. Hein? Oui, tout à fait. Avec le groupe Capital Média, etc. Un bel exemple. Oui, un bel exemple. Sinon, on a le pavillon de golf à Chambord, qui est une coopérative aussi de solidarité. Bref, ici, sur le territoire, on a le Studio Fusion, un gym, qui est une coopérative de solidarité, qui est également une reprise collective. Bref, on en a quand même plusieurs, puis il y en a de plus en plus là, de ce temps-ci. Bien, sur ces beaux exemples, merci Dominique. Et ne quittez pas parce qu'on va en même temps aussi découvrir deux entreprises qui ont été reprises de façon collective par des groupements citoyens dans la MRC Maria Chapdelaine. Merci à tous. Ça remonte à 1991. Le ministère des Forêts avait attribué un contrat d'approvisionnement à la compagnie Donahue dans le temps, sur le territoire municipal de Normandin. C'est quand même un territoire de 5000 hectares de forêt. Fait que ça avait créé de l'incertitude dans la population parce qu'ils disaient quelles vont être les grandeurs de coupe qui vont être là, puis ça va-t-il être déboisé rapidement. Fait que, il y avait eu un sommet économique ici à Normandin. Puis moi, j'avais proposé qu'on fasse une approche avec Donahue pour voir s'il n'était pas ouvert à des discussions. Tout ça nous a amené en 1995, on a signé une entente où il nous confiait l'aménagement de ce forêt-là, Donahue. Fait que de là est né le projet. Puis avec l'objectif, nous autres, de créer des emplois pour la municipalité, tout en travaillant ce forêt-là de façon multiressources. C'était ça notre idée. Fait que c'est un peu comme ça que c'est né. Vu qu'on veut aménager des ressources, puis jamais une, moins possible au détriment de l'autre, bien ça, c'est notre vision, c'est dans notre mission, c'est dans nos objectifs. Fait que on travaille un peu dans tous les domaines. La foresterie, le bleuet, on a travaillé dans le récréo-touristique, on a travaillé dans la faune, la recherche, les espèces en voie de disparition, des plantes en voie de disparition. On a travaillé dans tous ces domaines-là. On fait un peu de recherche aussi. Là, on est avec un projet régional pour la bleuetière de recherche régionale avec l'université, le syndicat des producteurs de bleuets, le MAPAC et la CAFEN, un gros projet. Puis notre expertise, c'est surtout dans le bleuet qu'on va un peu à l'extérieur. Notre expertise est demandée là, parce que notre contremaître général est très expérimenté. Notre territoire d'action, pour ce qui est du projet de la CAFEN, c'est le territoire municipal forestier de Normandin, qui est un territoire de 5000 hectares, qui est borné par la route qui monte à la Dorée, la rivière à Chamouchouane, jusqu'à la limite de Saint-Thomas-du-Dim, puis les terres agricoles ici, là, à Normandin. Il y a quand même une partie importante qui est en tourbière, à peu près 1800 hectares en tourbière. On a un employé permanent qui est le directeur général. On a à peu près 5 employés saisonniers. Puis elle s'ajoute à ça une dizaine d'employés, d'emplois directs, indirects, des sous-contractants. Aussi, un autre aspect, c'est qu'on a depuis une dizaine d'années une dizaine d'étudiants de mastouillage qui viennent apprendre des techniques d'abattage manuel. Puis
puis ils servent dans notre territoire, puis ils viennent travailler tous les ans. Fait qu'en gros, c'est ça, notre personnel. Vu qu'on est à but non lucratif et puis qu'on est d'une forêt municipale publique, ben on a pris un modèle d'organisme à but non lucratif. Donc, les membres, c'est la population. Le conseil d'administration est fait de 7 administrateurs. Il y en a 2 qui sont délégués par la ville. Il y en a un qui vient du milieu des affaires. Il y en a un autre qui représente les villégiateurs de l'île aux Trembles. Et puis, ce qui fait qu'on a une bonne représentation. S'ajoute à ça 3 personnes élues par la population. Ce qui est important pour nous autres, c'est qu'on a un représentant de l'île aux Trembles. C'est là qu'on a le plus de gens qui s'approprient le territoire. Fait que lui est directement sur le CA, donc il peut relayer l'information. Ensuite de ça, on a une page Facebook, on a un site Internet. On est à préparer un document, un bilan des 25 dernières années pour essayer de faire connaître tout ce qui a été réalisé sur le territoire, parce qu'on se rend compte qu'on a peut-être manqué d'incommunication, que le monde ne savent pas tout ce qui a été réalisé ici. Ça, c'est une autre chose. Le 24 septembre va sortir le film Maria Chapdelaine, qui a été tourné à 95 % ici sur le territoire, et pour la qualité des paysages qui a été choisi. Puis on a participé beaucoup à ça. Fait que ça va donner une belle visibilité aussi. De par notre constitution puis notre mission, on trouvait que c'était, vu que c'était une forêt publique, que c'était le choix à faire, parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait le plus de retombées possible pour la communauté. Fait que de là où nous autres, on aménage tout le temps une ressource, jamais au détriment d'une autre ressource. Ça, c'est notre mission, c'est notre vision, c'est dans nos valeurs. Fait que plus on aménage toutes les ressources, mais on essaye de marier tout ça. Ensuite de ça, pourquoi? Le plus bel exemple, ce serait peut-être ce qu'on a ici, là, le forêt bleuet. L'aménagement forêt bleuet. Pourquoi on en est venu à ça? Il y avait de la volonté de faire des bleuetières sur des grandes surfaces. Puis nous autres, on trouvait que c'était pas l'idéal. Fait qu'on a pensé à un concept qui marierait un peu tout. C'est sûr que quand tu regardes ça juste d'un point de vue économique, c'est pas le meilleur modèle. Le meilleur modèle économique, ce serait de faire des bleuetières à grandeur. Nous autres, ce qu'on a choisi de faire, on a dit, on va prendre 40 % de la surface, puis on va le garder en forêt. On va l'aménager de façon intensive pour qu'il compense à peu près l'équivalent d'une forêt qui ne serait pas aménagée, naturelle. À ça, à côté, on va faire 60 % de la surface en bleuet, de façon une bande de 60 mètres qui correspond aux bandes de bleuetières conventionnelles. Ça fait que là, on fait 2 ressources sur la même surface au lieu d'une seule. C'est sûr que si on disait on veut le maximiser au niveau monétaire, ça serait le bleuet qui serait le plus rentable. Mais là, on a ces 2 ressources-là. Ce qu'on ne compte pas, c'est le paysage. Qu'est-ce que ça donne comme paysage par rapport à autre chose? Beaucoup mieux comme paysage, plus acceptable au niveau social. Ensuite de ça, si tu penses à la faune, bien, on maintient une faune de qualité. Oui, on perturbe, mais au niveau de l'environnement, au niveau de la qualité pour la faune, on maintient quand même assez de forêt pour que ça soit intéressant. On voit des orignaux et des chevreuils très souvent dans nos bleuetières. Fait que, mais ça, c'est pas comptabilisé au niveau... si on regarde bien que les sous que ça peut rapporter, une surface, c'est pas quelque chose qui est... En Europe, un paysage, ça a de la valeur. Ici, c'est pas comptabilisé encore. Mais si on regarde le développement durable, bien, si tu dis que tu fais du bleuet, tu fais de la forêt, tu maintiens un paysage qui est acceptable, de la faune, tout ça, bien, c'est du vrai développement durable, c'est ça qui est rentable. Puis je pense qu'une entreprise d'économie sociale, c'est ça sa mission. Puis c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle-là. C'est toute la vision qu'on a qui change, c'est qu'on redistribue la richesse à plusieurs personnes au lieu que ce soit un individu. Fait que ça, je pense que c'est important. Ce qui fait que la CAFEN,
en 25 ans, a réinjecté en aménagement sur le territoire plus de 3 millions. Et en retour aux organismes communautaires qui sont dans le besoin, plus de 100 000 $. Puis j'en profiterai pour dire à la population, tous ceux qui ont des projets communautaires ou qui ont besoin d'argent, on a lancé des projets dernièrement, on a de l'argent disponible pour ça. Il s'agit de nous contacter par la page Facebook ou par téléphone, puis on veut aider ces gens-là. Puis c'est la mission qu'on se donne aussi. Au niveau de la gestion, on a le CA qui est composé de 7 personnes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, on a un directeur général qui est à temps plein, puis qui applique les décisions du conseil d'administration en collaboration avec le président. Mais le conseil d'administration, il s'assure tout le temps qu'on est dans notre mission. C'est leur rôle. Tout le monde est bénévole. Effectivement, c'est l'implication sociale de ces gens-là. Puis, effectivement, je suis content parce qu'on a un très beau conseil d'administration. C'est diversifié. Puis, on a des gens qui un peu de toutes les couches professionnelles. Puis, ça nous aide. Ça donne des visions différentes. La première, là, je dirais d'aller voir des conseillers, comme ceux de la SADC, de la MRC, pour très bien préciser leurs objectifs puis leur mission. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, ne pas s'arrêter à penser qu'une entreprise d'économie sociale, ça ne peut pas être rentable puis ça ne peut pas être efficace. Ça, c'est pas vrai. On l'a démontré. La troisième chose à tenir compte, c'est que l'intérêt de l'économie sociale, c'est d'avoir une distribution dans la communauté qui tient compte de la communauté puis qui profite à toute la communauté plutôt qu'à un seul individu. Je pense que c'est un peu ça. Et une autre affaire qui est importante dans l'économie sociale, c'est que dans des régions comme nous autres, je pense que c'est primordial. À Montréal, on voit moins ça, mais ici, là, si on n'a pas ces entreprises-là, je pense que c'est une richesse pour puis c'est important. L'entreprise privée est le moteur, mais ça vient aussi compléter, puis c'est important pour nos régions. Très bien, dans le sens que la CAFEN, c'est une entreprise qui est solide puis qui est diversifiée. Le seul problème que j'y vois, ça risque d'assurer une bonne pérennité à l'entreprise. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va trouver des bénévoles qui vont vouloir s'impliquer pour poursuivre le projet? Ça, c'est la problématique de l'heure. Parce qu'on se rend compte qu'il y a peu de gens qui veulent s'impliquer. On a un bon conseil d'administration, mais qui va vouloir prendre le lead, c'est un autre aspect qui me préoccupe beaucoup. Si j'avais à résumer l'économie sociale en un mot, je dirais le partage. Parce que c'est de regrouper des partenaires du milieu pour améliorer le sort de tout le monde, puis que ça bénéficie à plus de monde possible. Ça fait une trentaine d'années peut-être que la salle de quai existe. Et, au début, c'était un propriétaire unique qui avait décidé de partir l'entreprise, partir la salle de quai. Ça a fonctionné pendant plusieurs années. Et puis après, bon, est venu le temps de lui de céder sa place. Il voulait faire autre chose. En tout cas, il y a 5 personnes de Normandin qui ont acheté la salle de quai. On parle de la salle de quai a toujours été en location. C'était pas la bâtisse comme telle qui était à vendre. C'était toujours les équipements, la fonction. On payait les propriétaires payaient un loyer à l'entreprise qui était propriétaire du centre d'achat. Alors là, quand ces 5 actionnaires-là ont continué l'entreprise, puis ça allait moins bien. Là. Les quais, on sait que c'est comme une roue qui tourne là, un peu. Là. Il y a des belles années, parce que c'est plus tranquille un petit peu, puis ça recommence tout le temps. Là. Il y a toujours puis à un moment donné, c'est venu qu'il y avait moins d'achalandage.
les coûts remontaient de loyer, toutes les choses-là. C'était difficile. Les actionnaires étaient pas tous quilleurs, comme ils étaient au début. Il y en a qui avaient arrêté tout ça. Finalement, ils sont venus avec des problèmes de finances un petit peu. Le financier, c'était plus difficile. Puis là, les gens étaient plus intéressés. Ça allait moins bien. Là. On parle des années 2005, dans ces années-là. Là. Fait que finalement, moi, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas fermer ça dans le secteur. En tout cas, on était d'autres à penser ça aussi. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Mais en tout cas, moi, j'avais demandé une rencontre avec les gens de Métabetchouan, de Desjardins, là, pour discuter avec eux autres. Fait que là, ils étaient venus nous rencontrer à Normandin. J'étais avec le gérant de la Caisse populaire de Normandin, cette fois-là, cette rencontre-là. On a eu beaucoup de discussions. En tout cas, là, ça a été, je vous dirais, pour ne pas faire un peu ardu, là, parce que c'est toujours pas facile quand ça va pas bien dans les finances. Finalement, moi, j'avais réussi à obtenir avec le directeur général un délai. Desjardins nous avait donné un délai de 3 mois dans cette année-là. Là. Ça, c'était au printemps, je pense. Ouais. Puis il avait retardé l'échéancier à l'automne. Fait que là, à la suite de ça, nous autres, on a dit, écoute, on va se revirer de bord, puis on va aller dans la population, puis on va ramasser de l'argent pour repartir de la salle de quai. Fait que là, c'était... En tout cas, je me rappelle, les dirigeants de Métabetchouan, en tout cas, je voyais bien dans leur tête qu'ils ne croyaient pas, quand on leur disait ça. Fait que finalement, j'ai contacté des bénévoles aux alentours, puis on a ramassé l'argent nécessaire en dedans d'un mois pour tout payer les créanciers, puis relancer la salle de quai. Puis là, dans ce projet, quand après on a ramassé l'argent, il fallait fonder quelque chose. On ne pouvait pas partir comme ça. Là. Fait que moi, j'avais rencontré le notaire à Normandin qui était avec nous autres, notre notaire qui était avec nous autres, qui était la personne un peu qui nous coachait là-dedans, là, parce qu'il y avait des dangers quand on joue dans des chiffres, dans des organisations, il faut toujours faire les choses comme il faut. Fait que là, mon notaire était avec nous autres dans la gang aussi. Il dit, moi, dans mon idée, là, avec le bureau du comité que j'avais, là, on voulait fonder une coopérative. J'étais déjà membre d'une coopérative agricole, moi, à Normandin, la coop des Deux-Rives, qui était propriétaire du... Fait que là, on était habitué à cette façon de faire-là. Il dit, si tout le monde va embarquer, tout le monde avait donné de l'argent. Mais là, mon notaire me dit, Régent, il dit, une coopérative, ça prend 6 mois, 1 an avant de fonder ça. Là. Tu ne fondes pas ça, là, tu sais, demain matin, là, quand tu signes un papier et tu es rendu une coop, ça ne marche pas de même. Il faut faire des assemblées, demander une charte, en tout cas, toute l'histoire. Il dit, la seule façon que vous avez, c'est de fonder le plus rapidement possible pour décoller, parce que là, il fallait... Là, quand je vous parle de ça, là, les argents étaient ramassés, mais il n'y avait personne de payer encore, là. Tu sais, moi, c'est pas moi qui ai décidé, là, toi, je te paye, moi, je te paye pas, puis tu sais, c'est pas de même que ça faisait, là. Avec mon notaire aussi, on avait discuté de ça. Il dit fonder un OBNL dans le temps. Si je me rappelle bien, ça a été changé à cette heure pour OSBL ou un ou l'autre. En tout cas, là, vous savez ce que c'est des organismes à but non lucratif, là. Mon notaire me dit c'est ça qu'on peut faire le plus vite possible et ça peut prendre les lettres patentes, ça prend le temps de le dire, 15 jours, 3 semaines, ça va être fait. Fait que là, il dit, c'est correct. Fait que là, on fait un comité temporaire, organise avec des personnes, on se ramasse 7-8 des gens de Normandais que je connaissais là, l'un à l'autre. Puis on se rencontre avec un notaire, il nous explique tout ça, on dit, c'est beau. On fonde l'organisme, faites-nous ça tout de suite. Fait que là, l'organisme a été fondé. Après ça, là, on s'est réunis, puis là, on a décidé comment on répartirait l'argent qu'on a récolté là, pour payer toutes les affaires, puis repartir la salle de quai. Il y avait des rénovations à faire. Ça laissait un peu, il y avait de l'ouvrage à faire, en tout cas. Fait que en gros, c'est comme ça que ça a reparti l'histoire de la salle de quai. Là. Puis on parle des années 2005, 2006, là, autour de ça, là, au milieu des années 2000. Là. Puis c'est ça. Puis là, on est encore là aujourd'hui. Premièrement, il y avait au début 8 allées. Bon. Fait que finalement, à un moment donné, c'était trop lourd à supporter. On n'avait pas l'achalandage pour ça. Puis après ça, on avait... ça n'a jamais été facile là, financièrement. Là. Ça a toujours été très difficile, mais on a toujours réussi à rendre blondes. On s'était dit, on avait rencontré la ville de Normandin, là, peut-être quelques années, là, pour nous aider un peu à voir ce qu'on pourrait faire. Puis on avait eu l'idée d'organiser d'autres disciplines à l'intérieur de la salle de quai, d'autres jeux, disons,
pour attirer d'autres personnes. Fait que là, c'est là qu'on a installé une table de billard. On a installé des jeux de dard. Après ça, il y avait de la pétanque qui se faisait durant l'hiver. Ici, là, ça jouait à la pétanque. Là. L'hiver, ils ne peuvent pas jouer dehors. Fait que là, ils jouaient ici. Puis ça fonctionne encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Ça change beaucoup, puis on le voit auprès du conseil d'administration puis auprès du service qu'on donne aux membres, parce que c'est vraiment un service qu'on donne à la population, aux membres et aux joueurs de quilles. L'objectif, c'est sûr que l'objectif, c'est toujours d'être rentable pour assurer la survie, mais l'objectif, c'est vraiment de donner des services. C'est pour ça là, qu'avec le temps, il y a eu des améliorations pour essayer de donner là, le plus de services possible aux usagers. Puis c'est vraiment, l'emphase est vraiment mise sur eux. Premièrement, c'est un superbe CA pour en avoir fait plusieurs, là, celui des quilles. Puis on le voit, là, ils ont vraiment travaillé énormément là, dans les je dirais, là, peut-être les 5-6 dernières années là, pour essayer d'améliorer la situation. Puis ils ont vraiment, vraiment fait un travail incroyable. Il est constitué principalement d'usagers. C'est des joueurs de quilles, c'est des personnes là, qui sont bien impliquées ici et qui connaissent bien l'établissement. Puis il y a un représentant de la ville là, qui est en l'occurrence moi. On avait eu des échanges là, avec la ville par rapport à des aides financières. Puis on avait convenu de part et d'autre. C'est pas des obligations de la ville là, d'impliquer les gens. On leur a demandé s'il y avait un intérêt. Puis oui, il y en a eu un. Puis depuis le temps, ça doit faire quasiment 5 ans qu'on a une implication sur le CA. Puis comme je vous dis, là, c'est tellement intéressant, tellement amusant. Je suis pas un joueur de quilles, mais je me sens aussi impliqué qu'eux autres. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'eux aussi m'impliquent puis impliquent bien la ville. Puis la collaboration là, avec la ville là, est superbe. C'est vraiment intéressant. Là. C'est de trouver les meilleurs bénévoles possibles. La clé passe par là. Je vais prendre l'image, là, on ne peut pas rentrer une pièce ronde dans un trou carré d'un casse-tête. Là. Fait qu'il faut que la pièce rentre parfaitement. Puis la chance qu'on a ici, ça a été ça. Ça a été des bénévoles impliqués, des bénévoles qui ont cru, puis des bénévoles qui comprennent que le temps qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent donner à l'organisation va être bénéfique. Là. Fait que la clé, c'est vraiment, vraiment, là, passe par le travail bénévole. Là.